Oui, bonjour à tous. Moi, je vais être plus pratique parce que je suis une ancienne infirmière et je vais parler de maltraitance institutionnelle par le fait que j'ai quitté mon travail parce que je ne voulais pas travailler de la façon dont on voulait que je fasse, c'est-à-dire que passer sur les 8 heures de présence, 4 heures ou 5 heures devant mon ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ne sont pas diagnostiquées maladie d'Alzheimer ou voilà. Ce sont des personnes âgées qui sont malheureusement souvent hospitalisées parce qu'il y a une dénutrition, que la famille étant éclatée n'est pas proche. Donc il y a une aide ménagère qui va prévenir le médecin traitant et cette personne-là va être hospitalisée. Cette personne-là va être hospitalisée, elle va arriver dans un endroit qu'elle ne connaît pas, elle va être très difficile à encadrer, d'une part par cette perte de repère, ensuite elle va être déshabillée, elle va être vue par les uns, par les autres, on va lui faire des misères et on va la monter dans un service qui ne correspondra pas évidemment à sa pathologie, elle va quand même être, vue par plusieurs médecins qui l'un comme l'autre ne seront pas d'accord, donc finalement elle va se retrouver dans un service tiroir. Hein? Donc ce service tiroir, à un moment donné, va dire, écoutez, on va la descendre en soins de suite. Et puis on va essayer de contacter la famille pour voir si ils pensent la placer en maison de retraite. Sans se poser la question si la personne âgée est d'accord, sans se poser la question à savoir si elle est capable de payer une maison de retraite, est-ce qu'il y a une maison de retraite proche de sa famille, voilà. Aujourd'hui, c'est pas de l'argent qu'on a besoin, c'est du personnel. C'est du personnel, c'est de l'humain. Vous vous rendez compte, aujourd'hui on est à une infirmière pour 40 à 50 résidents par EHPAD. C'est pas possible. On est 8, il y a 8 aides-soignantes pour 150 résidents dans les EHPAD. La majorité des personnes sont dépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont une certaine autonomie, mais elle n'est pas complète. Donc, on va devoir les accompagner à la douche, enfin tout ça. Il faut du monde. Normalement, il faudrait un personnel par résident. Hein? Alors, l'argent, il y en a. Tous les ouvriers, les employés au niveau de la France, c'est eux qui créent la richesse. Et qu'on arrête de donner cette richesse au patronat, quoi. Il faut que les uns et les autres se révoltent contre ça. La santé, mais c'est la plus grande richesse. C'est la plus grande richesse des humains. Alors ne laissons pas. Moi, je me bats dans mon département pour maintenir les hôpitaux de proximité en place et garder les EHPAD ouverts, mais avec du personnel. Je vous assure qu'il faut que les uns et les autres travaillent là-dessus. Dernière intervention. Très courte parce qu'on a un peu débordé de temps. Je vais essayer d'être rapide, concret. En tant que Dinanais, voisin donc des Malouins, nous avons eu la construction d'un EHPAD dépendant de l'hôpital, groupement hospitalier, sur Dinan. Il devait ouvrir en septembre 2017. Au mois de juillet-août 2017, il y a eu un retard d'ouverture d'annoncé pour des raisons administratives. Chemin faisant, on a appris que c'était pour des raisons financières. Le montant restant à charge pour les familles
était déterminé et il ne pouvait pas tellement revenir dessus. Cependant, on a appris de fil en aiguille que leur objectif, c'était de désendetter l'hôpital, la sécurité sociale. Au lieu de rembourser l'établissement sur 35 ans, ils ont décidé qu'il fallait rembourser cet investissement sur 30 ans. Donc il manquait quelques sous en fin d'année. 450 000 € qu'il a fallu trouver ou qu'ils ont essayé de trouver. Je passe sur toutes les possibilités de restrictions, nouvelle affectation de chambres en dur au lieu de les avoir en transitoire, parce que c'est bien utile parfois avoir des chambres temporaires. Donc ça devait ouvrir en septembre. Ça n'ouvrait pas, il fallait chauffer, il fallait surveiller, il fallait faire la maintenance, il fallait tout ça. Et ils ont fini, ayant eu un refus du département de donner de l'argent supplémentaire, c'est pendant leur attribution, parce qu'il s'agit bien de l'investissement immobilier et hôtellerie, c'est bien cette partie-là qui reste à charge pour les familles. Ils ont fini par l'ouvrir en avril. Et il a ouvert dans les conditions économiques créées par cette nouvelle donne. Il a donc fallu diminuer les dépenses pour pouvoir arriver à boucler le budget. Alors je ne dirais pas diminuer l'effectif de personnel. Moi je préfère dire diminuer la masse salariale. Comme ça on tape sur l'ensemble du personnel. Et l'établissement a donc ouvert avec un manque de personnel. Il y a eu une révolte. On les a aidés parce qu'on a quelques chances et quelques habitudes dans ce domaine. On les a aidés et on a réussi à faire, au moment où les sénateurs sont venus visiter l'établissement, on a réussi à faire le personnel rencontrer les sénateurs. Par contre, on a quelques petites... on pourrait discuter plus longtemps là-dessus. Mais on a donc intérêt à se méfier et à bien regarder les remboursements et les investissements. C'est exactement le même problème que les investissements et les remboursements dans l'immobilier des HLM. Si on passait de 30 à 50 ans ou de 50 ans à 30 ans, les loyers, le remboursement de l'immobilier dans les HLM, on est dans la même problématique. Donc un problème politique. Donc, écoutez, au fond, quand j'entends ce témoignage, notamment celui de madame, qui est partie apparemment, c'est un problème. Donc on voit bien l'ambiguïté qu'il y a derrière l'idée de parler de problème de coût. Mais, bien évidemment qu'on est dans l'humain. Bien évidemment que tout ce qui touche à la santé est quelque chose dans lequel la dimension humaine est fondamentale. Ce que je retiens de ce qu'elle nous disait, c'est que néanmoins, il y a une vraie question en matière d'organisation qui se pose. On a travaillé dans la fédération avec pas mal de gérontologues, notamment quelqu'un que vous connaissez sans doute, Sylvie Legrain, qui est une grande gérontologue, et qui s'est consacrée dans la période récente à repenser le parcours de soins. C'est quelque chose qui est transverse dans notre réflexion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des besoins en compétences en hommes, il y a aussi une organisation au sein de l'ensemble de l'écosystème de la santé à mettre en œuvre pour apporter aux personnes le bon service au bon moment et le bon encadrement. On parle d'emploi, moi je suis frappé, on vit dans un pays où il y a trop de chômeurs, beaucoup de gens qui sortent non qualifiés et qui, lorsqu'ils ont passé beaucoup de temps sans activité, ont beaucoup plus de mal à retrouver. C'est-à-dire c'est le chômage de longue durée qui est le phénomène qui est le plus grave dans la société française. Et il y a dans les services à la personne une capacité de redonner à beaucoup de ces gens, dans des proportions importantes. On a cité des chiffres importants tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les décennies qui viennent, on aura
besoin fondamentalement de service à la personne dans une problématique d'ensemble qui va complètement changer parce qu'effectivement les pathologies vont pas être les mêmes, il va y avoir des progrès que nous ne soupçonnons pas ici, que personne ne sait. Est-ce qu'on va régler Alzheimer? Moi j'en sais rien, c'est pas impossible, ça changerait fondamentalement la situation de pas seulement en France, hein, évidemment, la société, la relation. Donc il va y avoir des progrès scientifiques qui vont évidemment impacter tout ça. Il faut donc être en mesure d'être à la fois le plus souple, mais de se dire qu'il y a là à la fois quelque chose qui est fondamental pour créer le tissu social, mais aussi des options qui vont nous permettre et de remettre à l'emploi des gens, parce que le service à la personne, c'est des formations qui peuvent se faire de façon assez courte et redonner à beaucoup de gens. Il faut tous les niveaux, mais il y a des possibilités de former de façon simple des gens qui aujourd'hui sont sans formation qui leur permettent d'accéder à un emploi, et puis de recréer au fond ce qu'on a dit, livre sur les vieux, livre sur les jeunes, etc., sur les générations. C'est quand même dans cette capacité de refaire corps ensemble dans la société et que chaque génération apporte aux autres l'ensemble de ce qu'elle peut leur apporter en expérience, en énergie, en lien social, et bien qu'on peut espérer avoir une société dans laquelle on sera tous plus heureux de vivre. Rapidement, je ne rebondis pas sur ce que vous avez dit. Moi, je suis convaincu qu'évidemment, il faut plus de professionnels dans l'aide à domicile. Ça vient d'être dit, et aussi dans les établissements. Je vous rappelle que le mouvement du début de l'année, auquel l'ADEPA a participé avec l'ensemble des organisations syndicales, c'est un mouvement dans tout le secteur de l'aide à domicile. Les médias ont... On va laisser passer les premiers secours. Les médias ont beaucoup focalisé sur les établissements, mais en fait c'est l'ensemble de l'aide aux personnes âgées et aux personnes âgées fragilisées qui est en retard et qu'il faut soutenir. Une dernière remarque sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé de placement en établissement. Ce dont je suis convaincu, c'est que pour faire évoluer la place des personnes âgées très fragilisées dans la société, il faut demander au pouvoir public de changer les choses. Mais il nous appartient à nous aussi de changer un certain nombre de choses. Et la première chose que nous pouvons changer dans nos familles, dans nos quartiers, c'est cette idée qu'il y a des personnes âgées auxquelles on pourrait imposer un service à domicile en établissement ou auxquelles on pourrait imposer d'entrer en établissement. J'ai fait lapsus. On pourrait leur imposer un service à domicile ou on pourrait leur imposer d'entrer en établissement. Ça, c'est pas acceptable. Et ça, nous pouvons changer ça. Faites-le dans vos familles, dites-le à vos amis. Il est inacceptable de demander, enfin pas de demander, d'imposer un service à domicile de force ou d'imposer une entrée à domicile de force. Ça n'est pas humain. Et même si la personne a des troubles cognitifs, il faut en parler avec elle. Alors, souvent les familles disent « mais on est allé jusqu'au bout ». Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Cette idée de rester à domicile jusqu'au bout, c'est toujours une connerie. Moi je dis clairement, c'est une connerie. Il faut dialoguer avec les gens. Il faut dire, est-ce que vous voudriez rester à votre domicile? Dans quelles conditions? Ça suppose que ce ne soit pas la famille qui bouffe toute son énergie. Et je vous rappelle que on doit être honnête, messieurs, il n'y a pas de solidarité familiale. Les solidarités, c'est des solidarités féminines. Il y a quelques aidants, parfois quelques conjoints, parfois quelques fils, mais l'immense partie des aidants, ce sont des aidantes. Donc il n'est pas question que les aidantes s'épuisent. Et il peut y avoir un dialogue entre l'aîné et le jeune autour de ces questions. Mais il est hors de question à mes yeux, et ça ce serait une vraie maltraitance, d'imposer une entrée en établissement ou même d'imposer un service à domicile à une personne qui n'en veut pas chez elle. Et puis dernière remarque, vous avez raison, bien sûr que la façon dont on compte les amortissements, ça a des enjeux importants sur des budgets dans toute structure, hein, dans les entreprises, dans les offices HLM et aussi dans les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées. Juste pour conclure définitivement, prenons conscience qu'on est tous jeunes et vieux, prenons conscience qu'on peut être de mieux en mieux quand on est de plus en plus vieux,
pour faire une société qui soit une société, alors pour le coup, de l'intergénération, et une société et pour les jeunes et pour les vieux.